Merci, merci de me permettre de m'exprimer sur un thème qui m'est cher pour différentes raisons. D'abord parce que c'est un des thèmes principaux de recherche de mon équipe. Également parce que la thérapie EMDR, je pense, et je vais essayer de vous en parler, est venue percuter le monde de la psychothérapie depuis une quinzaine d'années, amenant de nouvelles questions. Et parce que j'ai eu la chance de rencontrer, de fréquenter David Servan-Schreiber pendant quelques années. Et si Metz est devenue la deuxième université en Europe à développer et à former sur la thérapie EMDR, c'est grâce à lui, parce qu'il souhaitait effectivement que cette thérapie devienne universitaire. Et elle l'est devenue, elle le devient de plus en plus, même s'il y a des batailles à mener encore qui sont plus idéologiques que théoriques. Et il se trouve que nous sommes effectivement, après Londres, la deuxième université à proposer une formation universitaire, les autres étant des formations privées sur la thérapie EMDR pour les adultes, et la première en Europe à proposer aux psychologues, après le master, une formation pour les enfants qui commencera en septembre prochain. Et depuis 10 ans, et ça ne s'est pas fait sans mal, c'est-à-dire que c'était violent en fait, nous avons sorti des docteurs qui effectivement, sous ma direction entre autres, ont fait leur thèse sur la thérapie EMDR. Alors je le disais tout à l'heure, la thérapie EMDR, ça a l'air très joli vu de l'extérieur, sauf que ça pose plein de questions. C'est-à-dire que quand on est patient ou quand on est praticien, on ne se pose pas tellement ces questions. On se dit ça marche, et tant mieux, et peu importe pourquoi ça marche, comment ça marche. Le problème, c'est que moi je suis toujours assis entre deux chaises, entre le praticien qui est heureux d'avoir un outil qui fonctionne, et puis l'universitaire qui quand même, je veux dire, c'est mon activité principale, doit au fond expliquer pourquoi ça marche. Et avant de commencer, je vais vous raconter comment je suis venu à l'EMDR, parce que c'est assez amusant, et je pense que ce que moi j'ai ressenti eh bien, explique pourquoi c'est encore du mal à passer, parce que c'est loin d'être une évidence. Quand j'étais nommé maître de conférence, c'était en 97, puis je suis passé professeur très vite, et donc j'ai eu des étudiants en doctorat, et je travaille depuis le début sur la question de la prise en charge des victimes. Et donc j'avais des étudiants qui venaient me voir en me disant tiens, regardez, il y a un article là qui est sorti. Alors quand je dis article, c'est effectivement, nous on a d'autres littératures, c'est des revues scientifiques dans lesquelles on est censé publier, dans lesquelles on puise nos informations. D'ailleurs, une autre partie de la conférence que je vais vous proposer ce soir s'appuie là-dessus. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas raconter trop de bêtises, quoi. Et donc il y a des critères pour publier nos articles. Et je leur disais, mais écoutez, c'est pas sérieux, quoi. C'est quoi cette thérapie avec les yeux? Vous savez bien, ici on est à l'université, on est des gens sérieux, mettez ça de côté. Et ça a duré au moins 3 ans, pendant lesquels j'avais des étudiants qui étaient bien plus ouverts que moi, et qui venaient me voir avec des articles qui étaient parus dans des revues scientifiques de gros calibre, et qui montraient que cette fameuse thérapie EMDR, de laquelle on riait, on disait mais c'est pas sérieux ces trucs-là, montrait des résultats, d'ailleurs dans des revues dans lesquelles on a même nous du mal à publier tellement les critères et les exigences sont importants. Et puis un jour j'ai essayé finalement de faire mon boulot. C'est-à-dire que mon boulot c'est de lire, d'apprendre, d'expérimenter et d'enseigner. Et au fond, je m'étais arrêté sur un a priori, à savoir que ce truc-là, voilà, c'était pas sérieux, quoi, c'était magique. Et que les universitaires n'aiment pas trop la magie. Et surtout, on est dans un pays où on a une histoire psychothérapeutique très très particulière. Moi, j'ai fait mes classes dans le champ de la psychanalyse. C'est-à-dire que quand on sortait de l'université, la seule thérapie dont on parlait, c'était la psychanalyse. Aujourd'hui, ça a changé. Mais les deux pays dans le monde qui sont encore portés, je n'ai rien contre la psychanalyse, hein, mais
il y a bien d'autres formes de psychothérapie. Donc il y avait une culture psychothérapeutique très particulière qui empêchait d'aller penser la psychothérapie en des termes différents. Et donc un jour, je commence à lire et je me rends compte que, voilà, effectivement, il y a quand même des choses très très étonnantes, mais j'y croyais pas. Et je suis parti me former à Paris, et il se trouve que c'est là que j'ai rencontré David Salon-Schreiber. C'était peu avant qu'il sorte son livre Guérir. Et puis, pendant la formation, je posais des questions, je m'interrogeais, j'étais vraiment très dubitatif, et je suis rentré donc, le dimanche soir, et le jeudi matin, avec le premier patient de la semaine, avec lequel je pouvais, puisqu'on ne peut pas l'appliquer à n'importe qui, avec lequel je pouvais mettre en place cette thérapie, eh bien, je lui dis voilà, je reviens d'une formation, je ne sais pas si ça va marcher. D'ailleurs, je crois que je lui ai dit que si jamais ça ne marche pas, franchement, la thérapie, la séance, je ne la paierai pas. Donc, et ça a marché. C'est-à-dire, j'ai vu devant moi quelque chose se passer. Voilà. Et alors ça, c'était il y a à peu près 15 ans, ça a vraiment révolutionné ma manière de penser la psychothérapie. J'ai, à partir de là, développé ça dans ma pratique, on a lancé de travaux de recherche, on a trouvé les résultats qu'on escomptait, et puis c'est devenu aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement un objet de recherche à part entière, parce que il y a quelque chose d'étonnant dans cette forme psychothérapeutique, même si, comme on verra tout à l'heure, ça c'est pas valable pour tout, ça ne marche pas pour tout, heureusement. Mais ça amène des tas de questions, et je vais essayer, en abordant des choses parfois compliquées, mais que je vais essayer de rendre simples, entendables, je vais essayer de vous sensibiliser à cette question. Mon projet, c'est pas simplement de vous dire « ouais, c'est bien la psychothérapie EMDR ». Non, c'est pas que ça. C'est vous emmener faire une balade avec moi, dans des domaines un petit peu compliqués parfois, mais qui sont passionnants. Parce que la thérapie EMDR, elle pose des tas de questions théoriques, épistémologiques, cliniques, de fond, qui n'intéressent pas que les psychologues, hein, parce que aujourd'hui, plus qu'il y a 15 ans, les patients, quand ils viennent maintenant, ils viennent plus simplement parce qu'ils ne vont pas bien, ils viennent parce qu'ils ne vont pas bien, et ils viennent vous voir parce qu'ils veulent faire ce type de psychothérapie. Et il y a quelque chose qui a pénétré le grand public, c'est-à-dire qu'il y a une vraie connaissance, une vraie culture aujourd'hui, grâce à Internet notamment, et c'est très bien, et les gens sont informés, et parfois étonnamment informés. Donc je vais essayer de vous apporter mon regard sur cette approche. Encore une fois, on est peut-être ici entre convaincus, peut-être pas d'ailleurs, mais on est au début de cette histoire. Moi j'ai pris mon parti de promouvoir la psychothérapie EMDR, c'est-à-dire que les 20 ans qu'il me reste à faire, ce sera 20 années, et depuis 10 ans c'est le cas, où je vais promouvoir cette discipline. Parce que je crois que vraiment elle apporte quelque chose de nouveau, à condition d'y mettre un peu de complexité, on verra tout à l'heure. Alors, si vous voulez bien, je vais essayer de vous montrer que cette psychothérapie EMDR, d'abord elle est pertinente en tant que telle, et surtout dans un domaine qui m'est cher, celui de la santé et de la maladie, parce que moi je travaille sur la question du psychotrauma, mais au sens large. Ce qui m'intéresse, c'est pas simplement, je dirais, les victimes de braquage, d'attentats, etc. Ça ok, on travaille dessus, on sait faire, mais ce qui m'intéresse, c'est en quoi la maladie physique, chronique, vient percuter la vie et vient avoir un impact psychotraumatique encore plus compliqué parfois. Ce qui fait que je travaille beaucoup sur le cancer par exemple, mais mes collègues travaillent sur d'autres pathologies, et il se trouve que cette approche psychothérapeutique elle est d'un grand intérêt dans un domaine qui a priori ne lui était pas consacré, c'est celui de la santé de la maladie. Donc je vais faire du tour de cou, d'abord vous parler de l'EMDR et du psychotrauma, essayer de vous dire qu'est-ce qu'on commence à comprendre, parce qu'au fond, on ne sait pas grand-chose sur comment ça marche. Au fond, il faut être honnête, on ne sait vraiment pas pourquoi ça marche les psychothérapies, de façon générale, on ne sait pas. Je veux dire, mais ça marche, il y a des psychothérapies qui marchent très bien. Alors évidemment, ça peut choquer ce que je dis, mais on ne sait pas. Il y a tellement de choses qui sont convoquées dans le processus psychothérapeutique, on ne sait pas. Alors après, vous pouvez avoir des psys qui vont vous raconter des histoires pas au sens des mensonges, hein, des
des histoires, qu'on me raconte des histoires à des enfants. Ils racontent des histoires. Parfois, ils ont besoin d'y croire, mais dans les faits, il y a tellement de choses qui se jouent dans un processus psychothérapeutique que nous-mêmes, on ne sait pas l'évaluer correctement. Et donc, on ne sait pas exactement ce qui se joue. Mais il y a des choses qui se jouent tellement compliquées qui conduisent néanmoins à ce que ça fonctionne. Et puis, ce qui est dramatique quand même, dans les psychothérapies, et en même temps passionnant, c'est que dans le monde, c'est souvent un chiffre qu'on avance, on a répertorié à peu près entre 200 et 250 formes différentes de psychothérapie dans le monde. C'est beaucoup. Hein. En France, on en a identifié sérieusement une vingtaine. C'est pas mal déjà. Et ça veut dire qu'il y a 20 manières différentes de prendre en charge un trouble, quasiment. Et ces 20 manières différentes de prendre en charge un trouble, souvent ont des résultats positifs. Parce que ça veut dire, par exemple, qu'il y a 20 leviers différents qui actionnent le processus de guérison. C'est absurde. Vous voyez, quand on commence à se poser des questions comme ça, on commence à se dire que peut-être la psychothérapie, la manière de faire la psychothérapie, par exemple l'hypnose, avec la suggestion, la psychanalyse avec l'association libre, les thérapies cognitives avec l'exposition, les thérapies comportementales avec effectivement le conditionnement, le MDR, voilà, j'ai listé de façon, la psychanalyse, je l'ai évoqué aussi. Voilà, 4 ou 5 techniques simples, qu'on connaît à peu près tous, au moins de loin, qui seraient à même de prendre en charge un trouble dépressif, comme un deuil, un minima, mais ça de manière différente de prendre en charge. Or, le processus et l'aboutissement en termes de guérison est le même. Donc, il y a quelque chose de très curieux, c'est qu'on a 5 manières de saisir une problématique qui conduit à un résultat qui est toujours unique. Ça pose la question de qu'est-ce que valent ces théories et ces différents modes d'action puisqu'ils semblent agir sur des processus communs. Vous voyez, si on commence à réfléchir sur la question de la psychothérapie, on commence à aller très loin. Alors, on va revenir à l'EMDR. Ce que je vous propose, moi, c'est d'abord de vous parler des maladies, des conséquences psychologiques des maladies. On n'en parle pas souvent, on oublie souvent que les maladies chroniques, il y a aussi de la souffrance psychique. On oublie qu'en plus du symptôme et du syndrome, dans le cas du cancer, du VIH ou que sais-je, quelles que soient les pathologies, il y a des effets, des conséquences psychologiques qui sont aussi graves, sinon même qui viennent impacter le processus de guérison. Donc je vais essayer de vous parler de ça rapidement en vous donnant quelques chiffres très simples. Et c'est là que je vais introduire la question de la psychothérapie de l'EMDR en vous expliquant de quoi il s'agit, comment c'est né, d'où ça vient, comment ça a été découvert par hasard. C'est rigolo, il y a plein de découvertes qui ont été découvertes par hasard, la thérapie EMDR en études. Je vais essayer de vous expliquer voilà, comment ça fonctionne, je vous montrerai même une petite vidéo, et puis je vous donnerai des éléments explicatifs qui montrent que ce n'est pas des histoires. Je ne vais pas vous raconter une histoire au sens où l'histoire qu'on raconte aux enfants. Je vais essayer de vous donner des éléments factuels, qui seraient discutables aussi d'un point de vue plus épistémique, mais quand même, il y a une recherche aujourd'hui. Aujourd'hui, la thérapie EMDR est sans doute la plus documentée sur le plan scientifique parmi toutes les formes de psychothérapie dans le monde. Pour une raison très simple que j'évoquerai tout à l'heure. C'est que, et c'est en ça la première révolution de thérapie EMDR, c'est que c'est une psychothérapie qui ne vient pas de la psychologie. C'est-à-dire que ce n'est pas les psychologues qui l'ont à proprement validée. Elle a été découverte par une psychologue, mais qui en fait travaille sur le cerveau. Les premiers travaux, il n'y a pas de théorie psychologique de la thérapie EMDR, il y a une théorie cérébrale, du fonctionnement cérébral de la thérapie EMDR. Alors qu'en psychanalyse, on a une théorie psychologique. Vous avez tous entendu parler des mécanismes de défense, de l'inconscient, voilà, ça c'est des concepts théoriques de la psychanalyse. Vous avez tous entendu parler des théories d'apprentissage, ça c'est des théories qui viennent expliquer les thérapies cognitivo-comportementales. En hypnose, il y a toutes les théories de la suggestibilité qui viennent expliquer le processus hypnotique, etc. En EMDR, il n'y a pas de théorie psychologique. Et toute la difficulté et tout l'intérêt, c'est qu'au fond, cette thérapie nous amène l'idée que des disciplines qui n'avaient pas pour finalité le soin apportent des réponses dans le soin psychique. Rien que ça, c'est une révolution. C'est une révolution qui en a gêné et qui en gêne plus tard,
mais je vous parlerai des autres caractères, d'autres caractères révolutionnaires de cette approche. Et donc je vous donnerai, qu'est-ce que dit la recherche dans le domaine, sur le stress post-traumatique, sur la prise en charge de la douleur chronique, sur lequel on va travailler, sur la prise en charge du cancer, sur la prise en charge des urgences, de l'urgence psychologique. Et puis, à partir de tous ces éléments-là, et d'autres encore que j'aborderai, j'espère effectivement au moins susciter votre curiosité, peut-être des questions, ou en tout cas alimenter votre intérêt. Alors, premier point, la question des maladies chroniques et des conséquences psychologiques. Ben, on l'oublie souvent, et moi qui suis dans ce domaine-là de la santé de la maladie, spécifiquement dans le cadre de mes travaux, je suis souvent confronté à ça. Moi, ce qui m'a toujours passionné dans mon travail, c'était d'être confronté à ces gens qui sont porteurs de troubles, parfois simples, souvent complexes, et de me demander mais comment est-ce qu'on peut les aider. Et je me suis formé à des tas de choses. Rien ne m'a jamais satisfait jusque-là. Le MDR ne me satisfait pas totalement. Mais les médicaments ne résolvent pas tout, même s'ils sont d'une grande aide, et moi j'hésite pas à voir avec les médecins pour qu'on puisse effectivement médiquer les patients parfois. Mais effectivement, il y a des approches psychothérapeutiques dont on va parler, comme le MDR, qui peuvent être des éléments de réponse. En tout cas, la maladie, et j'ai fait le choix d'aborder 3 pathologies, j'aurais pu en aborder d'autres. La pathologie, j'aurais vraiment pu aborder le diabète, j'aurais pu aborder l'asthme, j'aurais pi aborder la douleur chronique, j'aurais pu aborder les troubles sexuels, j'ai fait ce choix-là, parce qu'il fallait bien, mais on retrouve des chiffres qui sont parfois comparables. Donc j'ai fait le choix effectivement de parler du VIH, des pathologies cardiaques qui sont communes, et puis c'était pour faire un clin d'œil aussi à mon ami Jean-Pierre Roux, et le cancer qui était pour faire un clin d'œil à Gustave Fischer qui était passé ici. Alors, si on regarde les pathologies cardiaques, et je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui ont été touchés de près ou de loin par les pathologies cardiaques, évidemment, les conséquences sur le plan médical sont importantes. On risque sa peau, quoi. C'est brutal, c'est la différence du cancer. On ne meurt pas du jour au lendemain du cancer, même si parfois il y a des cancers fulgurants. Mais le rapport à la mort n'est pas le même sur une pathologie comme les pathologies cardiaques et le cancer. Ça a l'air, voilà, ces 2 pathologies qu'on peut considérer aujourd'hui comme chroniques, y compris pour le cancer. Mais les impacts psychologiques ne sont pas les mêmes. Je fais un infarctus, je peux y rester. Et je vis ça comme un épisode traumatique. Ce n'est pas les mêmes impacts psychologiques que le cancer. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans les pathologies cardiaques? On trouve par exemple que la moitié des insuffisants cardiaques, c'est beaucoup, hein, c'est des chiffres énormes. Quand on sait que la prévalence de la dépression, c'est à peu près 10%, parfois moins dans la population générale, 50% des insuffisants cardiaques présentent à un moment ou à un autre des épisodes dépressifs ou d'anxiété. Dépressif, on voit à peu près ce qu'on sait. L'anxiété, on va le définir comme ça, c'est ce qu'on appelle les troubles d'anxiété généralisée, sentiments d'oppression, de tension interne, avec des manifestations psychologiques et physiques. Mais effectivement, on va aussi trouver ce qu'on appelle les attaques de panique, hein, ces moments où effectivement on a le sentiment que le palpitant il s'accélère et qu'on perd pied, quoi. Donc on va avoir 50% de ces patients qui souffrent de ces troubles-là. Après une intervention en termes de revascularisation, 60% des patients se disent anxieux et près de 30% présentent un syndrome dépressif et 20%, 4 fois plus que la population générale, présentent un syndrome post-traumatique, c'est-à-dire des conséquences traumatiques comparables à ce qu'on a chez les victimes de guerre. C'est-à-dire que les gens revoient dans leur tête les conséquences quand c'est arrivé leur accident cardiaque, ils se revoient avec ce qu'ils ont ressenti dans la poitrine, ils revoient tout ce qui s'est passé autour d'eux, c'est comme des flashs intrusifs, ils repensent en permanence à ça. Les mêmes symptômes que les victimes d'agression, les mêmes symptômes que les victimes d'accidents. C'est pas rien, et on n'en parle jamais, c'est jamais pris en charge. Jamais personne leur pose la question. C'est-à-dire que vous avez des gens qui manifestent ce type de trouble cardiovasculaire et qui ont des impacts psychologiques, mais évidemment, la médecine prend en charge le trouble physique, et c'est bien, c'est normal, mais se pose la question des conséquences psychologiques qu'on traite très peu. Si c'est déprimé, bien évidemment, quand la pathologie cardiaque arrive, les conséquences que ça a sur la vie. Si aujourd'hui j'avais un problème cardiaque, mais je devrais renoncer à tellement de choses,
Il en est fini de peut-être mon dynamisme pour monter les escaliers, de ma force physique, je dois renoncer à mon identité de mec, peut-être, et c'est ça que ça impose. C'est-à-dire que c'est pas que le choc de la maladie, mais c'est aussi les impacts identitaires de la survenue de la maladie qui vont effectivement bouleverser les individus. Et ça, souvent, c'est mis de côté. Souvent, vous savez ce qu'on dit? Tu t'en es sorti, c'est déjà bien. Ouais, mais comment tu t'en sors? Il y a aussi ce qu'on appelle des syndromes d'épuisement qui arrivent dans ces types de pathologies et qui touchent 30 à 60% des patients qui sont effectivement complètement déboussolés et épuisés. Le cancer. Alors le cancer, là aussi, je pense qu'il suffirait de demander parmi vous ceux qui ont été touchés de près ou de loin, et là aussi, d'abord on commence à parler de plus en plus, mais il y a des conséquences psychologiques, et on commence à intégrer de plus en plus, c'est le quatrième plan cancer, va de plus en plus vers cette question, c'est de proposer aux gens un suivi, y compris, ce qu'on oublie souvent, pendant les phases de rémission. La phase de rémission est une phase éminemment complexe. C'est-à-dire que là où on dit aux gens, a priori c'est guéri, mais c'est souvent des phases où les gens ils reprennent en pleine figure l'épreuve de la maladie. Et toutes les phases du cancer, depuis l'annonce, en passant par la mastectomie en cancer du sein ou l'ablation de telle ou telle partie du corps, la chimio, la radiothérapie, la chimio, l'angoisse des examens. J'avais une patiente encore qui j'ai mis toute la fréquence des examens, mais à chaque fois on se voit et la perspective de l'examen, de l'IRM qui va arriver dans la semaine prochaine est toujours vécue comme une angoisse de récidive, et en se disant, mais quand je pense à cette question-là, de repasser par ce que je suis repassé, pour moi c'est insupportable. Et ces angoisses de mort qui nous habitent à ce moment-là, pas seulement pour soi, mais c'est aussi, c'est étonnant ça, c'est bien sûr l'angoisse de mort pour les victimes de la maladie, mais souvent, ce qui revient en premier, c'est pas tant qu'elle puisse disparaître, c'est qu'elle puisse laisser un mari, des enfants, et qu'elle puisse imaginer que la vie se fasse, et que ses enfants, ce mari ou cette femme, puissent être dans cette souffrance et atteints, par cette perte-là. Et ça met les gens dans une détresse terrible. Rien n'est serein. Et paradoxalement, on a besoin de cette sérénité dans les soins. On a besoin de cet apaisement dans les soins. On sait aujourd'hui que le stress a un effet sur le système immunitaire et que ce système immunitaire est d'autant moins efficient pour lutter contre les attaques pathogènes et que plus un patient ou une patiente est dans un état psycho-émotionnel bouleversé, plus ça risque d'avoir des conséquences sur les effets du soin, sur le développement de la maladie, et qu'on doit intégrer la dimension de l'intégration est importante, non seulement la prise en charge médicale, mais aussi la prise en charge psychologique. Alors qu'est-ce qu'on a comme chiffre? On a de la dépression qui varie de 5 à 80%. C'est beaucoup, ça dépend des études, mais la proportion population générale, c'est 2 à 4%. Ça dépend des études. On a effectivement là aussi des troubles anxieux dans 80% des cas après une intervention chirurgicale. Plus de 73% rapportent un trouble anxieux, c'est énorme. D'accord, c'est énorme. On a également, rappelez-vous, ce fameux état de stress post-traumatique, le psychotraumatique, c'est-à-dire qu'on a effectivement une forme psychotraumatique liée à l'annonce. Les gens qui disent, mais moi je me rappelle en permanence, quand le médecin me l'a dit, ça me trotte dans la tête. C'est à la fois ce qui m'est arrivé, et puis chez les malades du cancer, c'est toute la perspective de ce qui va arriver. Toutes ces séances de chimiothérapie, toutes ces douleurs, toute cette incapacité à se projeter dans l'avenir. Et puis c'est effectivement cette posture en mode guerrier pour se battre, et puis ça y est, ça s'arrête, il n'y a plus de soins, on est seul, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de traitement, les gens autour de nous considèrent par habitude que voilà, ça y est, on est guéri puisque le médecin l'a dit, et on se retrouve seul avec cette période qu'on a traversée et puis cette angoisse que ça recommence, quoi. Voilà. Cette dimension de la souffrance psychique-là, elle est aussi importante et elle a des effets sur la qualité de vie, puisque ces mesures de qualité de vie, quand on les réalise longtemps après le diagnostic du cancer, 5 ans après, elle est souvent inférieure, la qualité de vie, à celle de la population générale.
également des résultats sur le VIH, avec des effets en termes de troubles anxieux, en termes de troubles dépressifs, et là aussi qui sont importants, et qui montrent que les attaques de panique, par exemple, ces pics anxieux sont 12 fois plus importantes, effectivement, chez les séropositifs, par exemple. Et qu'on a là aussi des taux de dépression qui flirtent avec les 30%, et des taux pour la dépression, et des taux de 70% encore pour le trouble anxieux. Vous voyez, il y a une espèce de communauté comme ça. Hein. On retrouve des mêmes chiffres pour les pathologies chroniques, ce qui quand même nous alerte. Et moi, comment dire, me mettait dans un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 15 ans, on proposait des choses, dans la littérature on avait des choses, mais c'était insatisfaisant. Quand je dis insatisfaisant, c'est vraiment le chercheur qui parle. C'est-à-dire que dans la littérature, on n'avait pas d'approche vraiment suffisamment efficace, convaincante pour dire ben là, on a un outil nouveau qui va nous permettre d'aider à accompagner les malades. Et en découvrant la thérapie EMDR, en l'appliquant d'abord auprès des victimes, on a très vite compris qu'on avait là un outil nouveau et qu'il fallait effectivement le développer dans le champ de la maladie. Alors, je vais d'abord vous présenter la thérapie EMDR. Je n'aurai pas le temps ici de parler de l'adaptation de la thérapie EMDR au champ de la maladie, mais je vais vous présenter des travaux néanmoins. Parce que ça mériterait vraiment une autre intervention encore plus technique. Mais ça a nécessité d'adapter ce que je vais raconter, parce qu'on ne prend pas en charge de la même manière quelqu'un qui souffre de cardiopathie, quelqu'un qui souffre de cancer et quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques. On a des modes d'intervention et d'ajustement de protocoles effectivement qui sont différents. Alors, qu'est-ce que c'est que cette thérapie EMDR? C'est un drôle de truc, cette histoire. Hein, c'est vraiment un drôle de truc. Hein. Alors, c'est un peu par hasard qu'en 87, moi je rentrais en première année de fac. Donc, cette dame, Francine Shapiro, a découvert l'EMDR, qui aujourd'hui est répandue partout. Il y en a partout dans le monde des gens qui font l'EMDR. La Moselle est un des départements les plus dotés. Parce comme on forme à Metz, donc on a beaucoup de psys qui sont venus, et c'est bien. Sauf qu'il ne suffit pas d'avoir fait de l'EMDR pour être psychothérapeute. Généralement, on demande, l'idéal, c'est d'avoir déjà une culture psychothérapeutique et de rajouter de l'EMDR. Là, c'est bien. Là, c'est utile. C'est encore plus utile. Et donc, cette femme qui faisait sa thèse à l'époque, eh bien, c'est ce qu'elle raconte, c'est la petite histoire. Mais là aussi, on nous raconte un peu des histoires, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. C'est vrai, mais c'est pas totalement vrai. Et donc, il se trouve qu'elle était dans un parc, comme vous, ça vous arrive, elle se balade dans un parc, et puis elle se met à bouger les yeux de droite à gauche. Ça vous arrive, à vous et moi, en permanence, de vous promener dans le parc et de bouger les yeux de droite à gauche. Bien sûr. Et elle se rend compte à ce moment-là que les pensées négatives qui étaient les siennes diminuent. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que, et c'est vrai, vous faites l'expérience, vous allez chercher, pas maintenant, une pensée négative, pas trop forte, hein, un truc, si le maximum c'est 10, un truc à 3-4. Hein. Vous restez concentré sur cette pensée, par exemple, je vais rentrer à la maison, ma femme va tomber dessus, voilà. Un truc négatif, 3-4, j'ai dit, pas 10. Et puis, vous commencez à regarder les deux coins de votre plafond, de façon alternée en bougeant les yeux. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, cette charge émotionnelle va diminuer. Ça va à contresens du bon sens populaire, parce que le bon sens populaire, c'est n'y pense plus. Là, c'est l'inverse. C'est va chercher la pensée négative, une fois que vous y êtes, concentrez-vous sur ces mouvements oculaires. Faites ça pendant 30 secondes, 1 minute, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, cette petite charge émotionnelle, elle va diminuer. Ce n'est pas des trucs. C'est parce qu'on a des explications neurophysiologiques là-dessus, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais ça m'a gêné cette histoire, parce que je me suis dit, mais ils nous ont déjà fait le coup. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, il y avait Samantha. Sauf que ce n'était pas des mouvements des yeux, c'était les mouvements du nez. Et regardez, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait ça avec son nez, hop, et hop, la transformation. Vous m'avez reconnu.
Et donc, effectivement, à partir de là, elle a commencé à développer, et ça c'est vraiment très important, elle a commencé à développer tout un ensemble de travaux, parce que c'est une chercheuse d'abord, et elle s'est rendue compte qu'effectivement, on était confronté avec ces mouvements oculaires, très étonnamment, à une vraie réduction de la charge émotionnelle. Et que ça a amené à une baisse du niveau d'anxiété. Et on était au tout début de ça. Hein. Et puis elle a appelé ça EMDR, donc eyes, les yeux, mouvement, desensitization, c'est désensibilisation, reprocessing, c'est retraitement. Donc c'est une thérapie à partir du mouvement des yeux qui procède d'une désensibilisation et d'un retraitement de l'information. C'est quoi une désensibilisation? C'est simple. Vous avez peur des araignées, la thérapie qu'on va utiliser, c'est une thérapie de la désensibilisation. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous habituer, vous rendre moins sensible à la peur de l'araignée en vous habituant. C'est ça. Il y a quelque chose. La désensibilisation, c'est qu'on rend certaines pensées ou certains objets moins chargés sur le plan psycho-émotionnel. Et donc, on se rend compte qu'il y a quelque chose de ça qui se passe, qui est que les pensées qui sont initialement chargées en émotions, le souvenir d'un événement négatif, une agression, un attouchement, des événements de vie négatifs, la survenue de la maladie, que sais-je, eh bien à un moment donné, c'est comme si ça perdait en charge émotionnelle. Et on dit souvent, vous savez, moi je me souviens, ma grand-mère elle disait souvent, mais le temps arrange tout. Mais c'est pas vrai. Vous avez, je suis sûr, dans votre histoire et moi aussi, des choses qui, malgré le temps, restent encore chargées sur le plan émotionnel. Et d'autres, à contrario, avec le temps, effectivement, sont devenues, bah tiens, quand on y pense, ça nous touche moins. Allez, ça a perdu sa charge émotionnelle. Bah, le temps n'y est pour rien, c'est parce que dans notre cerveau, j'y viens tout de suite, dans notre cerveau, il y a des mécanismes qui sont naturellement présents et qui vont naturellement se mettre en route et naturellement désensibiliser tout ce qui relève d'une dimension, entre guillemets, plus ou moins pathogène. Sauf que, il y a des fois où ces mécanismes, ils sont grippés. Il y a des fois où ces mécanismes, ils ne fonctionnent pas. Et en fait, l'hypothèse, c'est que peut-être que cette psychothérapie EMDR, elle les remet en route. On y reviendra tout à l'heure. Donc on assiste quand même à des choses étonnantes qu'on voit souvent en direct, c'est que le rapport aux événements de vie change. Ce qui nous mettait dans un état émotionnel bouleversant, c'est plus le cas. Ce qui nous touchait, c'est moins le cas. On va vers, c'est ce que je mets en bas, là, vers un traitement plus adapté des événements traumatiques. C'est-à-dire que, en fait, tout se passe comme si, en activant ces mouvements oculaires, on activait, parce que ça ne se passe pas dans les yeux, vous avez compris ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on devrait rebaptiser la thérapie EMDR puisqu'on n'utilise pas que les yeux. Et en tout cas, on active des choses au niveau de notre cerveau qui conduisent à ce qu'on parvienne à une espèce de traitement adapté de toute la charge émotionnelle. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des choses qui se prennent vite, il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps. Je pense par exemple à la question du deuil, il faut parfois beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que parfois, on ne peut pas aller plus vite que la nature, mais on peut accélérer les choses. Donc, ça, c'est aussi la croyance par rapport à l'EMDR, c'est qu'aujourd'hui, on veut tout aller vite, efficace, etc. C'est vrai qu'on va parfois plus vite, mais parfois, c'est pas si simple. Et ça aussi, il faut couper les croyances qui pensent qu'avec cette thérapie, on va régler tout en 3 séances. C'est pas vrai. Il y a des choses qui se règlent en 3 séances, parfois même en une. C'est très ciblé, c'est très rare. Et c'est bien, on ne savait pas le faire avant. Mais il y a des choses qui nécessitent quand même du temps. Il y a des choses qui, parfois, mettent beaucoup de temps quand même. Ça mettrait sans doute encore plus de temps avec d'autres formes de psychothérapie. Mais il ne faut pas non plus considérer qu'avec ça, on a trouvé un règlement magique de la souffrance humaine. On va vers une amélioration de sa prise en charge, ça c'est évident. Alors, l'EMDR, c'est un savant cocktail de thérapie. Aujourd'hui, on parle de thérapie intégrative. C'est-à-dire qu'en fait, pour les spécialistes, moi qui connais un petit peu cette thérapie, c'est un mélange de thérapie cognitivo-comportementale, de désensibilisation, de psychanalyse, d'exposition d'hypnose.
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est en cela que c'est extrêmement moderne. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'on ne va pas rentrer dans des considérations techniques qui vont nous ennuyer. C'est ce qu'on appelle une thérapie intégrative. C'est-à-dire c'est une thérapie qui a ce grand avantage d'être au carrefour des autres psychothérapies, mais qui a apporté quelque chose de nouveau, néanmoins, dans sa contribution. Allez, pour faire le scientifique, très rapidement, eh bien, aujourd'hui, pour que on reconnaisse la psychothérapie UMDR comme valide, on a dû montrer patte blanche. Alors pour ça, on a des protocoles d'études très très coûteux, c'est long. Par exemple là, on est en train de monter un protocole d'études sur la prise en charge où on compare des femmes atteintes par le cancer du sein, on compare des femmes prise en charge UMDR, prise en charge classique, verbale, groupe contrôle. On fait des évaluations avant, après et à 6 mois. C'est des études, il y a 20 personnes dans chaque groupe. Trouver ces 20 personnes sur des critères très compliqués, ça prend énormément de temps. C'est des budgets parmi c'est 500 à 600 000 euros pour monter une étude comme ça. Donc ça coûte très cher, ça prend du temps. Mais pour monter ces protocoles expérimentaux-là, c'est la seule condition pour qu'elles soient reconnues au niveau des instances de santé. Aujourd'hui, la thérapie UMDR est reconnue par quasiment toutes les mutuelles. Aujourd'hui, il y a des mutuelles qui remboursent parce que vous êtes thérapeute UMDR. Ils se trompent d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on a plus des résultats que ça répond à tout. Mais c'est une psychothérapie qui marche bien, qui a fait sa preuve. Et effectivement, aujourd'hui, en 20 ans, c'est une de celles qui a apporté le plus de preuves dans la prise en charge du psychotraumatisme. Et ça, c'est intéressant, parce que le psychotraumatisme fait partie d'un trouble qu'on appelle les troubles réactionnels. C'est facile à comprendre l'idée des troubles réactionnels. C'est des symptômes psychiques qui arrivent en réaction à. Quand vous cognez la tête contre un mur, ben vous avez des hématomes. C'est donc un symptôme réactionnel. Parce que si vous n'étiez pas cogné la tête, il n'y aurait pas eu d'hématome. Vous êtes confronté à un événement de vie, une perte de travail, un choc dans la vie, et bien il y a des symptômes psychiques qui apparaissent. Ils ne seraient pas apparus s'il n'y avait pas eu cet événement. Donc on arrive bien à identifier leur naissance dans le temps, même si vous avez une histoire derrière. Mais pour la prise en charge des troubles réactionnels, la psychothérapie EMDR marche bien, et elle est reconnue partout dans le monde, en Hollande, l'INSERM en 2004 l'a reconnue en France. On a effectivement tous les grands auteurs sur le plan international qui, le département de la santé en Angleterre, qui effectivement reconnaissent la thérapie EMDR comme la plus efficace dans la prise en charge des troubles. Donc, et surtout le département des affaires militaires aux États-Unis, qui est le plus puissant, qui injecte des millions de dollars sur la recherche sur la prise en charge du psychotrauma. Donc, c'est pas une histoire qu'on se raconte, quoi. La question aujourd'hui n'est pas de savoir si ça marche ou pas. Ça, c'est des faux débats. Dans certaines conditions, la psychothérapie EMDR fonctionne parfaitement bien. La question, elle est double. La première, c'est que ça ne marche pas partout, et c'est normal, et je conclurai là-dessus. Et surtout, la question qui nous habite aujourd'hui, c'est pourquoi ça marche. C'est ça l'enjeu. Parce que si on commence à comprendre pourquoi ça marche, sans doute qu'on touchera à des principes actifs qui sont qu'on commence à pouvoir isoler dans le processus curatif. C'est-à-dire, au fond, l'idée, c'est pourquoi ça marche, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau qui explique que les gens veulent vivre. Voilà. Si on arrive à comprendre ça, on va pouvoir développer de nouvelles formes de psychothérapie dans les années à venir. Comment ça marche? Très rapidement. J'ai pris un exemple très anodin, qui est un vrai exemple. Mais généralement, les patients viennent avec un souvenir traumatique. Ça peut être un braquage, ici, donc je demande aux patients, sur quel souvenir vous aimeriez qu'on travaille? C'est le moment où l'homme sort son arme juste devant ma caisse et qui me dit en criant de me mettre à terre. Ça, c'est le point de départ. Il y a toujours un point de départ dans la thérapie EMDR. Ça pourrait être le jour où le médecin m'annonce que j'ai le cancer. C'est le jour où mon grand-père, dans la cave chez mes grands-parents, il y a 50 ans, et il a commencé à me toucher. Il y a un point de départ. En fait, le point de départ, c'est ce qu'on appelle un réseau de mémoire. On va pénétrer les réseaux de mémoire. C'est simple de se représenter un réseau de mémoire. C'est comme une flotte de laine. Oui, une flotte de laine. Sauf que dans la tête, c'est des neurones. Sauf que des fois, dans vos flottes de laine, vous avez remarqué, parfois elles sont mélangées. Et bien voilà, il y a des flottes de laine qui sont pas bonnes, quoi. C'est dysfonctionnelles ou traumatiques. Et c'est cela qu'on va essayer de nettoyer.
Et ça, on le fait en demandant au patient, ben, donnez-moi un bout de la pelote de laine et après on va tirer la ficelle. C'est une métaphore, hein, mais c'est ça l'idée, quand même. Donc on a toujours un point de départ. Et puis à partir de là, on pose des questions. Tiens, quand vous pensez à ça, qu'est-ce qui vient comme pensée? Et souvent, les gens ils ont des pensées très fortes. Je vais mourir, quand je reviens là-dessus, j'ai l'impression que je vais mourir comme si j'y étais, quoi. Je me sens impuissant. C'est-à-dire qu'ils sont dans ce qu'on appelle des pensées, des cognitions négatives. Et puis, ensuite, on leur demande effectivement de faire des petites évaluations. Je ne vais pas revenir sur toutes les évaluations, il y en a une que je vais surtout évaluer, c'est effectivement celle-là. Parce que celle-là, on va la retrouver souvent. C'est tout à l'heure, je vais l'évoquer. Donc, on demande des pensées, puis on demande des émotions. J'ai peur. Vous voyez la différence entre je me sens impuissant, j'ai peur, j'ai de l'angoisse, donc on travaille sur les émotions. Et puis, on va... Ah, ça c'est très important. Il faut le retenir parce qu'on va le retrouver souvent. Ça c'est vraiment une mesure importante, c'est ce qu'on appelle le SUD. Ça relèvera de la chanson. Le SUD, c'est, on va la traduire comme ça, c'est le niveau de tension subjective. C'est-à-dire que vous savez tout ce que c'est parce que souvent, à l'hôpital, ça tout le monde est habitué, on demande aux gens, mais tiens, sur une réglette là, donnez-moi la douleur que vous percevez. C'est ce qu'on appelle la mesure subjective de la douleur. Et bien là, c'est pas la douleur physique, c'est la douleur mentale. On dit aux patients, sur une échelle de 0 à 10, avec 0, je ressens rien quand je pense à ce braquage, à cet attouchement, à cet événement. Et 10, ça me perturbe totalement. Combien vous mettriez? Et donc les gens, ils vont mettre un curseur comme ça. Et ça va être un curseur qu'on va avoir tout le long de la thérapie. Et notre objectif, c'est de le descendre à 0. Et ça, on va le retrouver parce que c'est une variable importante sur le corps. Une fois qu'on a fait ça, alors là, c'est là que la magie opère. Ah oui. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'EMDR, je me suis dit, je vais assurer ma main. Parce qu'elle vaut des millions d'euros. Parce qu'après, on demande au patient qui est en face de nous, pas vraiment en face de nous, il est du côté, on lui dit, mais c'est là que la magie s'opère. Regardez mes doigts. Alors, vous avez tous connu ça. Nous, on est plus humbles en thérapie EMDR, puisqu'on fait que ça. D'accord? Voilà. Ça va? Donc, on fait des mouvements comme ça avec nos doigts, et le patient est censé suivre, effectivement, avec ses yeux, d'accord, les mouvements des doigts. Alors, je vous ai prévu une petite illustration vidéo, qui n'est pas la mienne, parce que je ne pouvais pas vous amener des cas, mais c'est assez intéressant. Et vous allez regarder. Sauf que là, mon collègue, qui est Jacques Roch, lui, il utilise un autre, il utilise une baguette. Vous savez pourquoi? C'est parce que les psychothérapeutes de MDR, ils ont des TMS. C'est-à-dire qu'ils ont mal aux épaules. Et donc ils utilisent des bâtons parfois. Parce que c'est vrai qu'à faire ça, pendant des jours, ça fait mal aux épaules. Vous allez voir. Alors du coup, ça donne un caractère un petit peu magique. Mais il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. Alors regardez. Retour en France avec une nouvelle et troublante méthode pour soigner le stress. Elle est décrite dans un livre, un grand tirage, Guérir, le psychiatre d'Alice Schneider. Au cœur de ce procédé contesté, mais qui a de plus en plus d'adeptes, le mouvement des yeux. Regardez, Nathalie Sapédin, Guillaume Faudra. Les yeux, vous venez pénétrer de celle-ci, laissez-vous les ouvrir, je démarre le validage. Une baguette magique et la séance peut commencer. L'EMDR est une méthode qui soigne les traumatismes émotionnels par le mouvement des yeux. Une méthode déroutante qui a séduit Marie. Son compagnon est mort il y a 2 ans d'une tumeur au cerveau. Et Marie n'a pas surmonté ce deuil, ce qui se traduit par des angoisses, des pleurs irrépressibles, des insomnies. Voilà, monsieur patient. Marie doit se concentrer sur une scène particulièrement pénible, qu'elle a du mal à se remémorer sans pleurer. Mais au fur et à mesure, Marie prend du recul. À la fin de la séance, ce souvenir ne lui tire plus de larmes. Je suis triste pour lui, mais j'y peux rien. Non? Il y a quelque chose qui a changé. Cette première séance a duré 1 heure. Marie reviendra 2 ou 3 fois. Cette thérapie très brève suffit à surmonter des traumatismes, parfois vieux de plusieurs années. Loufoque, c'est complètement loufoque. C'est exactement ce que j'ai pensé la première fois en 1994, quand mon ami François Bonnet m'a présenté cette méthode. Je n'ai vu dans aucune autre thérapie, et on est parti sur plusieurs, qui soit aussi performante. Le MDR existe depuis 15 ans, mais le grand public l'a découvert avec le livre à succès de David Servan-Schreiber. Pour ce psychiatre,
cette méthode est promise à un bel avenir. 80% d'efficacité, c'est l'efficacité des antibiotiques dans la pneumonie chez les gens qui sont hospitalisés. C'est loin d'être nul. On n'a pas grand-chose en psychiatrie qui marche en 80% des cas en si peu de séances. Pour l'instant, aucune étude scientifique n'explique comment une gymnastique des yeux aide à digérer les épreuves de la vie. Ce qui semble vraiment soigner les gens, c'est l'habituation répétée au souvenir du traumatisme. Plusieurs études ont montré que les mouvements oculaires n'étaient pas nécessaires pour obtenir cette habituation. Mais pour Marie, pas de doute, il y a bien un avant et un après EMDR. J'ai été surprise de l'apaisement que j'ai retrouvé tout d'un coup, alors que ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Aujourd'hui, malgré ces mystères, le MDR connaît un véritable engouement et de plus en plus de praticiens se forment à cette méthode. Bien. Ça, c'était il y a quelques années. Il y avait vraiment un grand scepticisme. C'est-à-dire qu'on se demandait si les mouvements oculaires c'était véritablement utile, etc. Alors on a commencé à s'interroger, je vais quand même donner quelques explications. Et en fait, la première explication, mais auquel on ne croit plus aujourd'hui, c'était il y a 5 ans l'idée que ces mouvements oculaires, ils étaient comparables à ce qui se passe pendant les phases de sommeil paradoxal. Ça vous dit quelque chose, ces phases de sommeil paradoxal? C'est ce qu'on appelle encore les phases de sommeil REM. Comme le groupe REM, ça vient de là, c'est Rapid Eye Movement, mouvement rapide des yeux. Et en fait, regardez, là vous avez mon chat qui, normalement on le voit ici, vous avez des mouvements des yeux. Là, vous avez l'état de veille, et puis là vous avez lorsque le sommeil est lent, et puis là vous avez le mouvement des yeux pendant les phases de sommeil paradoxal. C'est pareil pour vous. Qu'est-ce qui se passe pendant les phases de sommeil paradoxal? On rêve. Plus le rêve est chargé émotionnellement, plus la fréquence des mouvements oculaires est intense. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la charge émotionnelle et ce qui se passe pendant les phases de sommeil. Regardez, là vous avez les différents cycles du sommeil, et à chaque fois que c'est vert, ici vous êtes en phase de sommeil paradoxal. Et c'est là où on rêve, et effectivement, l'idée auquel on pensait il y a quelques années, c'était de se dire que sans doute que les mouvements oculaires qui avaient lieu pendant ces phases-là étaient comparables à ce qu'on faisait en EMDR, et que ces mouvements oculaires, ils avaient un lien avec la charge émotionnelle, d'autant qu'ils étaient reliés à certaines structures cérébrales impliquées dans les émotions. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on y a cru jusqu'à 5 ans, sauf que les mouvements oculaires pendant les phases de sommeil REM ne sont pas comme ça. C'est des mouvements saccadés, c'est pas les mêmes, c'est des mouvements qui vont dans tous les sens, quoi. Et ils ne sont pas vraiment comparables. Donc on a commencé à abandonner cette théorie. Et aujourd'hui, alors, je vais aller vite, hein, parce que je vais être assez... Aujourd'hui, on est dans une autre théorie. C'est pour vous dire, il y a des gens qui se cassent la tête, quoi. L'idée, c'est peut-être de se dire qu'on est dans un domaine qui convoque ce qui se passe au niveau du cerveau, notamment en ce qui concerne la trace de l'information en mémoire. C'est-à-dire que lorsque j'ai une information qui passe en mémoire en court terme, donc elle passe en mémoire à court terme, j'ai un souvenir dans ma tête, il est là, il est passé dans ma mémoire à long terme. Le fait d'aller le rechercher en mémoire, eh bien, ça provoque des mécanismes très compliqués en termes de synthèse de protéines. En fait. Et d'une certaine manière, tout se passe comme si, au fond, ce processus qui consiste à aller chercher l'information en mémoire permettrait, lors de cette recherche d'information, eh bien, de la transformer, ce qui conduirait à une réinscription en mémoire différente. En d'autres termes, à partir du moment, c'est compliqué, hein, mais c'est embêtant, mais c'est comme ça, à partir du moment où, en fait, je vais chercher de l'information en mémoire, il y a quelque chose qui, lorsque cette information est ramenée à la conscience et qui, lorsque dans un second temps elle retourne en mémoire à long terme, eh bien la trace initiale est différente sur le plan chimique de la trace qui est la trace qui
arrive dans un deuxième temps, c'est-à-dire que lorsqu'elle est revenue en mémoire. D'autres termes, je vais être très illustratif. Je vais chercher un souvenir qui est, j'ai été victime d'un abus quand j'étais jeune, je demande au patient d'aller chercher ce souvenir. Le fait que je bricole avec ce souvenir, d'une certaine manière, ça va, le travail que je vais faire avec ce souvenir, lorsqu'il va revenir en mémoire, il ne va pas se remettre au même endroit. Voilà, on dirait ça comme ça. Et donc, l'idée, et ça on sait le faire de façon chimique, c'est vraiment intéressant. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à bloquer justement cette synthèse protéique, et en fait, l'idée, c'est ce que je note là, c'est qu'on va essayer, au fond, de bloquer la reconsolidation du souvenir traité. C'est pas si dur que ça à piger. Hein. Après, ce qu'il y a dedans. Et en fait, on a des techniques pour ça. Parce que, en fait, il faut. Vous voyez, ça devient un petit peu compliqué, mais quand même, c'est intéressant. Il faut qu'on fasse appel à comment ça fonctionne la mémoire. Et là, vous avez pigé un truc vachement intéressant. La mémoire, il y a d'abord ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Et puis, la mémoire à court terme, ça va en mémoire à long terme. Mais, si je me débrouille pour saturer, c'est-à-dire la mémoire à court terme, elle a une certaine, c'est comme mon téléphone, je peux mettre un certain nombre d'informations dans mon téléphone, mais arrive à un moment donné, il ne peut plus enregistrer les informations. Et s'il ne peut plus enregistrer les informations, ça veut dire qu'il ne peut plus les stocker sur son disque dur. Bien. Donc, il ne peut plus les stocker dans sa mémoire à long terme. Tout le travail, c'est de dire, eh bien, on va essayer d'occuper, de distraire, c'est-à-dire que je vais, par exemple, mettre sur mon téléphone un jeu qui prend toute la mémoire, un Tetris ou un jeu de voiture, et du coup, si mon téléphone avait la capacité d'enregistrer des informations négatives, ben, comme il n'a plus la ressource et la capacité de le faire, il ne pourra pas aller enregistrer l'information négative en mémoire parce qu'il n'aura pas eu l'espace pour le faire. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait ces mouvements oculaires, on occupe la mémoire. Et comme on occupe la mémoire, eh bien, ça veut dire que l'information négative qu'on est allé chercher en mémoire à long terme, l'agression ou l'abus dont j'ai été victime, eh bien, lorsqu'elle ne peut plus aller se remettre dans la mémoire à long terme, puisqu'il n'y a plus la disponibilité cognitive pour ça. C'est pas totalement faux ce que je raconte, hein, mais l'idée c'est ça. Et donc l'idée, en fait, c'est de se dire que peut-être, dans la thérapie EMDR, ce qui se joue, c'est justement le travail sur ce qu'on appelle la charge cognitive, c'est-à-dire la capacité du cerveau à traiter les informations. Et que si on occupe le cerveau pendant tout un temps, eh bien on peut, le traitement est moins évident. Alors regardez, j'ai un exemple là, d'une étude qui a été faite par mes collègues, c'est qu'on demande à des patients d'aller chercher des informations en mémoire négatives. Donc on leur dit, voilà, vous allez chercher des événements où vous avez eu peur. Et on a 3 groupes de gens. Le premier, on leur dit, vous allez chercher l'information, vous rappelez cette information négative et vous ne faites rien. Donc là, c'est comme si à mon téléphone, il était libre. Il y a toute la place pour que l'information soit stockée. Deuxième, je leur dis, vous allez compter de 7 en 7, compter de 7 en 7. Donc là, il faut de l'attention pour compter de 7 en 7. Donc ça veut dire que toute la mémoire de mon téléphone, elle est occupée. Donc j'ai moins de ressources pour que l'information négative soit traitée. Et le deuxième groupe, on compte de 2 en 2. Donc j'occupe la mémoire, mais c'est plus facile de compter de 2 en 2. Donc j'ai quand même un peu de place pour aller faire en sorte que la mémoire négative, elle laisse des traces. Regardez le résultat, il est intéressant. C'est que, alors c'est en anglais, mais c'est pas grave. Vous avez ici, on mesure le caractère, la charge émotionnelle. On demande aux patients de l'évaluer. Là, c'est le comptage compliqué. Eh bien, on voit qu'on baisse, ici, on passe de 7,2 à 7,8. Alors vous allez dire, c'est pas beaucoup, oui, mais on a quand même gagné presque 2 points en faisant simplement un comptage. C'est-à-dire que l'évaluation qu'on faisait du souvenir négatif, eh bien, on est descendu ici de 2 points. Lorsqu'on fait du simple comptage, bah, ici aussi, on est descendu, c'est presque pareil. En revanche, lorsqu'on demande aux patients de rien faire, eh bien, on a presque une augmentation. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, il a tout l'espace pour laisser l'information se stocker en mémoire.
Vous voyez, c'est pas si compliqué, hein, mais on commence à avoir des pistes et on commence à comprendre pourquoi certaines thérapies fonctionnent. Il y en a une que vous connaissez pour ceux qui sont un peu des adeptes de psychothérapie, c'est le FT. Vous savez, c'est les petits tapotements. Et bien, on pense que le mécanisme, c'est le même. C'est-à-dire qu'au fond, on occupe la mémoire. Du coup, la reconsolidation du souvenir se fait différemment. Donc, vous voyez, c'est passionnant. Mais derrière ces questions, effectivement, c'est au fond, voilà, comment ça se passe dans le cerveau? Ben, ça se passe. Il y a des choses qui se passent. Alors, je vais passer ça parce que ça, c'est pas très visible, mais voilà. Ça, c'est visible. Ça, c'est un résultat qu'on a trouvé, que les collègues anglo-saxons ont trouvé, qu'on a retrouvé aussi dans nos travaux ici. Vous avez ici, vous voyez, c'est les battements cardiaques. Donc là, vous avez la fréquence, vous avez le cœur qui bat à une fréquence plus ou moins variable. Et ça, c'est les moments où je fais des stimulations bilatérales. C'est-à-dire que vous avez une baisse du rythme cardiaque. C'est-à-dire que ces mouvements oculaires agissent sur le plan physiologique. Et on a d'autres résultats ici. Voilà. Alors, je vais me remettre après. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est sur le rythme cardiaque. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que le rythme cardiaque avant le traitement, c'était ça. Et après le traitement, on voit que chez les patients, effectivement, eh bien, le rythme cardiaque, parce que la charge émotionnelle a baissé, ça a des effets effectivement sur le patient. Et un autre résultat ici, c'est, je pense, la température de la peau. C'est-à-dire que chaque fois que c'est marron, c'est gris, parce qu'on fait les mouvements oculaires. Mais qu'est-ce qu'on voit à chaque fois? Vous avez une augmentation pendant les mouvements oculaires de la température de la peau. C'est-à-dire que ça agit sur le plan neurophysiologique. C'est-à-dire que ce n'est pas des effets qui sont des effets comme ça, magiques, qui n'ont pas de sens. Il y a véritablement quelque chose, effectivement, qui se passe et qui active les choses. Alors là, j'ai d'autres résultats. On voit toujours ici la fréquence cardiaque et vous voyez qu'à chaque fois, elle diminue après les mouvements. En ce qui concerne les impacts cérébraux, lorsqu'on est confronté à du psychotraumatisme, ça on le sait. Alors, ça c'est notre cerveau, d'accord? Là on a une zone qui s'appelle le système limbique. Facile. Le système limbique, c'est les émotions. Et là on a ce qu'on appelle le système préfrontal. Grosso modo, le préfrontal, c'est ce qui se passe dans ici et maintenant. Lorsque je demande à mon patient, reconnectez-vous à un souvenir. L'année dernière, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Normalement, ici et maintenant, avec moi, dans mon cabinet, le patient n'a pas à avoir peur, puisque dans l'ici et maintenant, il n'est pas en danger avec moi. Mais quand je lui demande de se reconnecter à un vieux souvenir où il a fait l'objet d'un abus sexuel, par exemple, un souvenir où il a failli y passer, enfin, peu importe, un souvenir négatif qui l'a marqué. Qu'est-ce qui se passe là, ici et maintenant? Dans mon cabinet, j'ai un patient qui a peur. C'est pas normal qu'il ait peur, puisque là, maintenant, avec moi, il n'y a pas de danger. C'est parce qu'au niveau cérébral, tout se passe comme si, comment dire, cette partie-là du cerveau était déconnectée. Cette partie-là du cerveau qui dit, là, ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Et c'est cette partie du cerveau qui est que les émotions qui n'est plus sous contrôle et qui s'exprime. Regardez, quand on fait des mesures de l'activité cérébrale, eh bien on voit que quand on coupe ici, quand on fait l'imagerie, on voit qu'il n'y a pas d'afflux ici sanguin. C'est-à-dire que cette partie du cerveau, chez ceux qui souffrent d'un stress post-traumatique, eh bien, elle ne fonctionne pas, elle est désactivée. Donc la seule chose qui fonctionne, c'est la partie des émotions. Alors que chez les gens qui ne souffrent pas de stress post-traumatique, là, vous voyez, ben ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien la partie qu'on appelle du préfrontal qui marche et qui dit, bah oui, là, moi qui suis guéri, ben, je ne suis plus en danger. Donc, il y a des effets, effectivement, sur le plan cérébral, et on les retrouve encore là. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement à montrer, là, que je pourrais montrer, ici, tiens. Là, on montre par exemple que chez les
gens qui souffrent de stress post-traumatique, donc qui sont des troubles anxieux, là regardez, le préfrontal il ne s'allume pas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conscience de la réalité ici et maintenant. C'est tout ce qui relève de la dimension du système limbique qui prend le contrôle. Alors que chez ceux qui vont bien, ben, voilà, ça c'est actif. Donc c'est la prise en compte de la réalité telle qu'elle se passe ici et maintenant qui est effectivement mise en scène. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a comme travaux? Des choses un petit peu plus fonctionnelles. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont porté sur le stress post-traumatique. Et donc, on a eu des groupes qui ont été faits, avec des groupes qui sont traités avec le MDR, des groupes qui sont traités avec la relaxation, des groupes qui n'ont rien du tout. Et on a traité sur le stress post-traumatique chez les anciens combattants. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on mesure effectivement on a le groupe MDR, le groupe relaxation, le groupe contrôle, avant la prise en charge, après la prise en charge et après 3 mois. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que les scores du groupe, là on ne les voit pas bien, mais les scores du groupe EMDR sont nettement inférieurs. C'est-à-dire qu'on a des effets significativement plus importants sur le stress post-traumatique, mais aussi sur la dépression. Ça c'est les scores de dépression, c'est-à-dire que là, vous avez une baisse significative du score de dépression bien plus importante que celle des autres groupes et un résultat qui se maintient après 3 mois. Donc on a effectivement des résultats qui sont vraiment intéressants et on a d'autres études comme ça qui ont montré qu'avec différentes, je ne vais pas les commenter ceux-là mais ça va dans le même sens, avec les différentes types de prise en charge, eh bien on a les mêmes résultats. Sur les violences conjugales et sur la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales avec 5 séances de 90 minutes où effectivement on a comparé les 3 thérapies, EMDR, soutien et contrôle, et pareil, on a des résultats encore une fois qui vont dans le même sens, avec au départ les mêmes scores pour le psychotraumatisme, et après vous voyez que le groupe EMDR, il y a des scores beaucoup plus faibles que les autres, et des scores qui se maintiennent après 3 mois, y compris pour l'anxiété, et y compris pour la dépression. Donc en fait, on a effectivement quelque chose qui est vraiment intéressant. Cette thérapie a également été utilisée dans la prise en charge de la douleur chronique. Parce qu'il y a souvent un lien entre... Parce que souvent la douleur chronique ne trouve pas toujours d'explication médicale. Et on a souvent une histoire traumatique qui avait été amputée de sa main après un accident de moto. Ça c'était son alliance, une espèce de bague qu'il avait. Et donc au départ, ça c'était la perception qu'il avait de sa main, il lui avait demandé de la dessiner. Et puis au fur et à mesure des séances, eh bien, vous voyez, ça s'est transformé, là il avait une douleur énorme sur ce petit doigt à cause de l'alliance, et à la fin de la 6e séance, eh bien vous aviez la perception cognitive de sa main amputée, je dirais plus main, qui effectivement s'est redessinée. C'est-à-dire qu'on est arrivé, et on arrive avec cette thérapie, reconfigurer le schéma corporel du membre amputé. C'est-à-dire que, et avec des scores d'ailleurs de douleur aussi qui ont évolué. Ça, c'est aussi, c'était aussi sur une main fantôme, cette fois où on a travaillé sur 12 séances, et là on a demandé aux patients de dessiner la main, et cette fois on a demandé de colorier la main en fonction de l'intensité de la douleur. Avec une main qui n'existe plus. Il ferme les yeux, il se représente sa main, et on lui demande de la dessiner. Et ça, c'est au fur et à mesure des séances, comment la perception de la main a évolué. Et puis là, j'ai un autre cas, je vais pas rester sur les résultats, cette fois sur la perception du sein fantôme. Et là, vous avez les 2 seins, là c'était au départ de la prise en charge, c'était pour le Capol et Canora, et en fait, on avait demandé à la patiente de dessiner les seins, et de dessiner, on ne va pas bien ici, les couleurs en fonction de l'intensité de la douleur, et ensuite à la fin de la dernière séance, vous voyez qu'effectivement il y avait une reconfiguration, pas totale d'ailleurs, mais une reconfiguration de la perception effectivement du sein fantôme qui avait effectivement des effets en termes de picotement, de sentiments, d'avoir des coups
couteau qui rentrait dans le sein, alors que les seins ne sont plus là, quoi. Voilà. Alors, on a également travaillé sur le cancer, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et il y a des résultats intéressants, notamment d'une équipe italienne, qui montre que là vous avez une comparaison entre un traitement par thérapie comportementale EMDR en pré-traitement et en post-traitement, et on observe qu'à chaque fois, vous voyez, les scores diminuent. On arrive à une diminution des scores qui est assez intéressante, plus ou moins forte selon les évaluations, puisque vous avez là aussi des petites étoiles, c'est significatif, mais on arrive effectivement à avoir un effet sur les états émotionnels. Et là, on voit effectivement le score de stress post-traumatique pour les patients pris en charge en EMDR, et on voit qu'au départ et à la fin du traitement, on a une baisse extrêmement importante par rapport au groupe initial. Et ça, c'est une autre étude qu'on a menée sur Metz, où on a comparé des groupes de patients. Alors là, on avait un premier groupe qui était évalué ici. Il était pris en charge pendant que le deuxième groupe lui attendait, ce qu'on appelle la technique de la liste d'attente. Ensuite, on les évalue à nouveau, le deuxième groupe passe en traitement, et puis on les évalue à plusieurs reprises sur différents indicateurs. Alors, en termes de stress post-traumatique, par exemple, on voit là encore les résultats en pré-traitement et en post-traitement. On voit que le groupe en rouge, EMDR, qui a été pris en charge, ben là ça baisse, alors que celui qui n'a pas été pris en charge, ça ne bouge pas, et ça baisse, et ça tient après plusieurs mois. On retrouve les mêmes résultats pour l'anxiété, c'est-à-dire que ça baisse, celui qui n'est pas pris en charge, ça ne bouge pas. Quand celui-là est à nouveau pris en charge, ça baisse et ça se maintient. Et on a les mêmes résultats pour la dépression. Au départ, c'est les mêmes. Le rouge est pris en charge en EMDR, le bleu non. Le bleu est pris en charge en EMDR. Et on a effectivement des scores qui se maintiennent jusqu'au bout. Voilà. Et donc on a effectivement là des résultats tout à fait intéressants. Mais c'est pas tout, parce qu'on a également des protocoles qui sont des protocoles qu'on appelle one-shot, c'est-à-dire une séance, pour traiter l'urgence. Et ça a été développé par les Israéliens, puisque confrontés au phénomène d'attentat, ils ont développé des séances uniques. Et on a vraiment des résultats là aussi intéressants qui permettent d'intervenir dans l'urgence chez les patients. Et ces traitements montrent qu'en une séance, on passe de ce SUD qui est à niveau de détresse qui est de 7,5 à 0,9. Et on a un maintien effectivement sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des stratégies et des protocoles qui sont des protocoles EMDR extrêmement adaptés qui permettent en une séance de 60 minutes de réduire la charge émotionnelle de façon significative. Ce sont des protocoles très simples, on n'apprend même pas aux psychologues, on apprend même aux infirmiers. C'est-à-dire que ça leur permet de traiter des situations d'urgence. Et là, on a fait un travail similaire il y a quelques années qui montre qu'en une séance, on arrive, vous voyez, diminuer le score de psychotraumatisme qui se maintient sur 6 mois. On arrive également à diminuer le score du SUD, cette fameuse évaluation de la charge émotionnelle, qui là aussi se diminue de façon radicale. Voilà. Alors, pour conclure sur tout ça, parce que j'ai donné beaucoup de choses, on a quand même ici une psychothérapie nouvelle qui amène un vrai questionnement sur les principes actifs qui sont mobilisés, qui au départ faisait suspicion, parce qu'on se demandait, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que ça marche ou pas. Aujourd'hui, la question, c'est que j'ai beaucoup tout à l'heure, c'est plus de savoir si ça marche ou pas. Ça fonctionne même bien. Il y a des précautions pour l'employé, ça ne fonctionne pas avec n'importe qui, il faut être attentif dans sa mise en place. La question qui se pose à nous, c'est pourquoi ça fonctionne, et en commençant à réfléchir et à répondre à la question de pourquoi ça fonctionne, au fond, on est en train de réfléchir sur la compréhension des mécanismes psychothérapeutiques qui sont mobilisés dans toutes les psychothérapies. C'est-à-dire que la réflexion sur la thérapie EMDR nous amène à une réflexion sur toutes les psychothérapies. Et c'est en ça que la psychothérapie est intéressante, parce qu'elle a conduit depuis 10 ans à une vraie révolution copernicienne dans le milieu de la psychothérapie, où on se pose la question de l'évaluation, où on se pose la question de qu'est-ce qui est en jeu dans les thérapies.
La thérapie EMDR a apporté une nouveauté aussi parce qu'on va de plus en plus vers la question de l'indication psychothérapeutique, c'est-à-dire des formes de psychothérapie adaptées à des types de troubles. Et on va même plus loin, je suis en train de mourir de choix, et on va même plus loin, puisque par exemple dans le cas du cancer, on est en train de développer des modes d'intervention qui sont spécifiques et adaptés aux étapes de la maladie. Et donc, ça vaut pour le cancer, mais ça vaut pour l'hypnose, ça vaut pour les TCC. Aujourd'hui, on sait qu'avec certaines psychothérapies, elles seront plus indiquées que d'autres sur la prise en charge de certains troubles. On sait aussi que certaines psychothérapies ne sont pas adaptées. Donc, par exemple, pour la prise en charge des troubles obsessionnels compulsifs, la thérapie EMDR n'est pas du tout efficace. On ira plutôt vers des TCC. Pour la prise en charge de la douleur, même si on a des résultats, j'aurais plutôt tendance à traiter les patients en hypnose. Même si on commence à avoir des pistes. Donc, l'indication thérapeutique, c'est de dire qu'on ne peut pas traiter tout avec la même approche thérapeutique. Et c'est vrai aussi pour le MDR, c'est pas bon pour tout, ça n'a pas de sens. C'est pas la nouvelle psychanalyse. On ne va pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Et de ce point de vue, c'est une vraie révolution. C'est d'amener ce questionnement-là. Et puis, dans le champ de la santé de la maladie, voilà une thérapie utile, fonctionnelle, adaptable. Quand je présente des résultats sur la prise en charge d'urgence, ça veut dire que dans l'heure qui suit, on peut prendre en charge un patient avant qu'il aille, qu'il rentre dans la machine pour faire son IRM, avant une opération, par anticipation d'une opération. Parfois, on n'a pas le temps, chez certains malades, de mettre en place une psychothérapie. Donc, il faut une intervention qui soit rapide, qu'on reprendra dans un deuxième temps. Mais il faut traiter l'urgence. Là, on commence à avoir les outils d'urgence, mais on a aussi les outils d'une prise en charge sur le plus long terme. Ceci étant, la thérapie EMDR ne répond pas à tous les problèmes. Ça n'empêche pas, c'est pas qu'une technique, ça oblige le psychothérapeute à interroger aussi l'histoire du patient. Et parfois, la thérapie EMDR ne se suffit pas à elle-même. Parfois, il faut une expérience clinique solide, une expérience des patients, une expérience des troubles, pour savoir à quel moment il est utile ou pas d'utiliser la psychothérapie EMDR. Donc, ça rend le métier encore plus complexe malgré les apparences. Parce qu'on a un outil redoutable. Et quand on dispose d'un outil redoutable, il faut qu'on soit à même de l'articuler et de l'utiliser à bon escient pour ne pas faire d'éventuels dégâts. Parce qu'on peut faire des dégâts. Notamment, je pense à des patients qui peuvent être des patients dissociés, avec des troubles traumatiques graves, souvent qui sont vieux dans l'histoire, et qui effectivement amènent des patients qui peuvent effectivement être mis en péril si on n'est pas attentif à leur état psycho-émotionnel. Donc cette thérapie EMDR, elle est vraiment intéressante. Elle est intéressante pour les patients, parce qu'elle reconfigure le rapport à la psychothérapie. Aujourd'hui, il y a des patients qui viennent, ils veulent traiter tel aspect de leur histoire. Parfois on peut, on ne pouvait pas le faire avant, parfois on ne peut pas, mais on peut le faire. On peut traiter certains aspects, et ne pas forcément rentrer dans des psychothérapies qui soient forcément très longues. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, cette psychothérapie ouvre la voie d'une nouvelle réflexion, donne de nouveaux espoirs, je crois, sérieux, pour la recherche, pour le développement des nouvelles formes de psychothérapie. Je pense que les 10 prochaines années vont révéler de nouvelles approches, de nouvelles conceptions, de nouvelles théories autour de ça. Et je pense que ça ne pourra qu'enrichir notre connaissance